après tu rentres, tu vas voir la musique, elle te montre que c'est à toi. Mesdames, Messieurs, le commandant de bord et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord. Tous nos passagers ont à présent réalisé le check-in. Le décollage du vol 23-24-05 à destination du changement est imminent. Ce vol durera 2 jours et comprendra de nombreuses escales, expérimentations et surprises. Pas moins de 70 ateliers, 7 rex de comptoir, 30 conférences pour cette 6e édition nantaise. Notez qu'en concertation avec les voyageurs des vols précédents, l'équipage a fait le choix cette année de ne pas réserver de place dans les ateliers. Nous vous invitons donc à vous munir de vos badges, ainsi que de votre bienveillance, ainsi qu'à prévoir des éventuelles issues de secours si votre escale s'avérait complète. Pour profiter de ce vol, nous vous recommandons de vous connecter à vos émotions, aux inconnus qui vous entourent, pourquoi pas de leur parler, à votre âme d'enfant, votre enfant intérieur, libérez-le pendant ces 2 journées. Peut-être que votre enfant souhaitera savourer un conte, participer à un photolangage collaboratif, bénéficier d'un massage sur l'espace détente, aller faire dédicacer un de ses livres préférés à la librairie. Vous pouvez également partager une expérience inédite sur les réseaux sociaux. #LaFabNantes. Si vous préférez vous déconnecter pendant 2 jours, pas de souci. Prenez un temps pour vous, un temps de recul. Pour vous accompagner pendant ces 2 jours, Thierry et moi-même, Amélie, sommes à votre disposition. Alors Thierry, il est facilitateur, artisan du changement et associé de WorkLab. Tandis que Amélie, elle est aussi artisan du changement, formatrice, facilitatrice et fondatrice de Enjoy Monday. Merci. Alors, pour organiser vos escales, Oh, ça m'a ému que tu parles de moi, Thierry. Alors, pour organiser vos escales, on vous invite à regarder, non pas dans la poche avant de votre siège, mais dans votre propre poche. Et oui, grâce à l'outil Eventia. Alors, c'est quoi Eventia ? Eventia, c'est un outil. On peut y accéder grâce à une URL. Vous avez dû recevoir un petit message avant le vol. Est-ce que c'est le cas ? Tout le monde a bien reçu son petit message ? Oui, c'est bien. Alors, en fait, vous allez pouvoir faire plein de choses avec cet outil. Vous allez pouvoir, bien sûr, avoir le programme, mais vous allez aussi consulter la biographie de tous les intervenants. Vous allez aussi pouvoir organiser des petits instants networking. Alors, voilà, nous, on est fluent parce que, voilà, dans l'aviation. Mais en fait, c'est du réseautage. Donc, vous pouvez réserver un petit créneau avec la personne de votre choix. Donc, pensez bien à modifier votre profil, surtout déjà à vérifier que les informations insérées sont correctes. Pour les moins digitaux d'entre nous, vous pouvez également retrouver le programme dans la pochette qui vous a été remise avec votre carte d'embarquement. Je vous invite tout particulièrement à consulter la page 12, la fabrique, mode d'emploi. Pour plus de lisibilité sur l'événement, un marque-page vous a été également adjoint dans ce sac.
Il présente les 6 thématiques de cette fabrique. Et alors, pendant ces 2 journées, si vous rencontrez la moindre difficulté, vous avez une question, on vous invite donc, avec Thierry, à rejoindre la table qui s'appelle « À chaque problème, sa solution ». Vous l'avez peut-être déjà vue, elle est à l'entrée. Et Les abeilles. les abeilles, alors j'en vois pas là, elles sont cachées ici, il y en a quelques-unes ici, là il y en a une. Et donc les abeilles, elles peuvent aussi vous renseigner. Donc c'est des bénévoles formidables qui vont pouvoir vous donner plein de réponses à toutes vos questions. Et ils ont un t-shirt jaune. Nul doute qu'un programme comme celui de la fabrique vous mettra en appétit. Cette année, le repas est inclus. Pensez à conserver votre ticket qui vous a été remis avec votre pochette, surtout si vous avez un pass 2 jours. Vous pourrez vous restaurer de 12h à 13h45. Pensez bien à vous répartir sur les différents stands de restauration. Et alors, si vous êtes partenaire ou intervenant, sachez que ce soir, à partir de 18h30, il y aura une soirée pour vous. Une fois que vous aurez atterri, vous pourrez poursuivre votre voyage et votre découverte des nouvelles contrées de l'innovation managériale en consultant le petit guide du manager facilitateur. Je l'ai, Thierry. Il est pas loin. Il est pas loin et il est illustré par Antoine Chéreau. Et vous l'avez tous, quoi, c'est ça. Exactement. Voilà. En cas de gros kiff, Amélie ? Alors oui, si vous avez un gros kiff, quoi, un moment vraiment de joie, de surprise, d'émotion, n'hésitez pas à le partager avec votre voisin, à en parler et à rencontrer le plus de gens que vous avez jamais vus, quoi. Voilà. Je crois qu'il nous reste à vous souhaiter un excellent vol à toutes et à tous. Bon vol. J'ai besoin de changement, parce que ma vie me laisse qu'un étrangement. J'attends mais rien ne se passe. J'ai besoin de changement, parce que ma vie me laisse. J'ai besoin de nouveaux horizons afin que ma routine se casse. Dites-moi qu'il n'a jamais rêvé de changer de vie ou changer de peau. On aimerait tous pouvoir y arriver mais on ne fait pas vraiment ce qu'il faut. Tu as peur de prendre des risques et donc de devoir faire le grand saut. Bonjour, je suis François Benigues, acteur de l'événement, et je viens vous accueillir à mon tour en vous remerciant évidemment d'avoir pris le temps de vous arrêter. C'est une formule chère à Serge Marquis, mais je pense que voilà, merci et bravo à vous de faire ce pas de côté, de prendre du temps pour justement vous poser, regarder peut-être l'innovation de façon un peu plus transversale. Et en tout cas, j'espère que vous allez vivre une belle expérience toute la journée. Avant de vous en dire plus, je voudrais commencer bien sûr par les traditionnels, mais néanmoins très importants remerciements des partenaires. On a un nouveau partenaire national cette année qui nous tient particulièrement à cœur, l'ADEME, que je remercie tout particulièrement, qui nous rejoint pour la première année. On espère que c'est le début d'un partenariat riche. En tout cas, pour nous, ça avait évidemment du sens. L'ADEME, c'est, vous le savez sans doute, l'Agence de développement et d'économie d'énergie en France. C'est une institution connue qui innove depuis longtemps déjà autour de tous les enjeux de RSE, dont bien sûr l'innovation managériale et la vision humaine. Le groupe ERAM aussi, dont on est particulièrement fier en tant qu'artisan parce qu'on a le plaisir de les accompagner depuis maintenant 3 ans. Excusez-moi. J'entends des voix, excusez-moi. On entend des voix. Ouais, merci. Si je commence à entendre des voix, c'est... voilà. Donc le groupe ERAM est engagé dans un programme qui s'appelle Change for Good, et travaille beaucoup sur son éco-responsabilité et met en place plein de choses. On est vraiment très fiers de ce partenariat. Au sein du groupe ERAM, il y a une marque qu'on connaît un petit peu mieux que les autres qui s'appelle Gémeaux, que vous connaissez sûrement, et qui travaille beaucoup. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de membres du comité de direction qui sont présents aujourd'hui et des équipes, notamment de leur communauté PEPS, qui est une chouette communauté d'ambassadeurs du changement. Donc un grand merci à ces 2 partenaires nationaux. Nantes Métropole et le département
département de Loire-Atlantique sont partenaires depuis le début et nous soutiennent. Et ça, c'est vraiment chouette parce qu'on a un ancrage territorial fort, même si les fabriques aujourd'hui sont un peu partout en France et dans plein d'autres métropoles. On est vraiment très fiers que c'est démarré à Nantes et puis d'avoir eu le soutien dès le début de Nantes Métropole. On aura le plaisir d'accueillir demain matin Johanna Roland, la mairesse et présidente de Nantes Métropole, qui viendra nous saluer en début de matinée. Donc un grand merci à eux. La CARSAT et la Caisse primaire d'assurance maladie du 49, du département 49, sont également présentes et partenaires. La CARSAT pour la 2e année, donc un grand merci à eux de leur fidélité. Et puis, on est ravis de démarrer un partenariat avec la Caisse primaire. C'est pas anodin pour nous. Il y a en ce moment beaucoup de structures de prévoyance et de santé qui travaillent, qui réfléchissent à leur transformation. Et d'une façon générale, le secteur public, bien sûr, mais le secteur de la prévoyance et de la santé sont particulièrement concernés et impactés par les transformations en cours. Donc voilà, on est vraiment content de les avoir comme partenaires. Et c'est aussi ne pas oublier que ce sont aussi des structures qui contribuent à la prévention des risques psychosociaux en France et qui travaillent sur à la fois cette prévention et l'amélioration de la qualité de vie au travail, tout simplement. D'autres partenaires fidèles et engagés, eux aussi, dans les transformations profondes, avec EDF, la Maïf, Veolia et le groupe La Poste. Alors, ce sont des grosses structures, évidemment, avec des enjeux qui sont un peu différents, mais qui toutes s'attachent en ce moment à expérimenter, mettre en place des choses. Tout ne réussit pas, tout ne marche pas au même rythme, mais en tout cas, il y a des choses qui sont lancées, et nous, on est vraiment fiers des équipes avec lesquelles on travaille, même si on sait que le chemin est long, mais de toute façon, le chemin de la transformation, il est long pour nous tous. GESCO et Manitou, 2 structures très différentes, un expert comptable et un industriel du pays d'Anceny. Manitou, vous connaissez sûrement. Nouveau partenaire cette année. GESCO, nouveau partenaire également, même s'ils l'ont déjà été par le passé. Donc vraiment heureux de les accueillir. Et là, je trouve que ça illustre bien que, le fait que tous les sujets qu'on adresse autour de l'innovation managériale, le bien-être, etc., concernent en fait tout type de structure, tout secteur confondu. Et je pense que la prise de conscience est vraiment là, peut-être encore plus accrue en ce moment avec le climat un peu spécial que nous vivons dans notre pays depuis quelques mois. Donc les prises de conscience sont là, qu'il faut se mettre en mouvement. La question maintenant qui reste posée, et c'est celle à laquelle on va essayer de répondre, c'est comment bouger, par quoi commencer, qu'est-ce que je peux expérimenter, comment je peux libérer les énergies et la créativité des collaborateurs. C'est un peu le chemin que vous allez vivre avec nous aujourd'hui pour essayer, je l'espère, de découvrir des choses très concrètes à faire. Un petit mot pour vous dire, un dernier mot sur les partenaires importants, les soutiens bienveillants que je me dois de citer également, bien sûr. Kerbio, qui a largement contribué à alimenter la brigade du changement, les ateliers cuisine que vous pourrez vivre dans la journée. L'Université de Nantes et notamment l'IUTRH. Alors l'Université de Nantes, la formation continue nous fait le plaisir de nous prêter une salle aujourd'hui qui est pas très loin et dans lequel il y aura des ateliers, dont un atelier que j'anime demain matin d'ailleurs, et l'IUTRH que je remercie vivement parce qu'ils nous fournissent chaque année une cohorte d'abeilles bienveillantes, de bénévoles, d'étudiants de la licence RH qui nous font le grand plaisir de venir nous aider tout simplement à installer, à vous accueillir, à vous guider. Voilà, une partie des abeilles que vous croiserez aujourd'hui viennent de l'IUTRH. Klaxoon, qui est notre partenaire depuis 2 ans maintenant sur l'évaluation. C'est un outil d'intelligence collective que vous connaissez peut-être. Si vous ne le connaissez pas, je vous l'invite à le découvrir et puis vous aurez l'occasion de toute façon aujourd'hui de le faire puisqu'on sera amené à utiliser Klaxoon à plusieurs reprises. C'est un super outil avec des usages intéressants pour animer les temps collectifs. Innovon, que nous sommes ravis aussi, qui sont un peu des cousins pour nous, Innovon Experience. Vous connaissez souvent, sûrement, Alexandre Gérard et les entreprises libérées, le courant de libération que porte Alexandre Gérard et son entreprise. Nous, on a travaillé avec ses équipes sur la préparation de cette fabrique et on est content de recréer du lien entre nous.
Je remercie bien sûr aussi les 130 intervenants, oui 130, qui vont pendant ces 2 journées animer des ateliers, des conférences, participer aux REX de comptoir. Les REX de comptoir, sont donc REX comme retour d'expérience, se déroulent dans la salle mini qui est derrière cette salle. Il faut ressortir et aller tout au bout du couloir. L'année dernière, beaucoup de participants n'avaient pas forcément identifié cette salle et n'avaient pas pu participer à un REX. Je vous invite à y aller faire un tour. Il y en a pendant les 2 journées. Ça dure 1h15 à chaque fois, comme les ateliers. Et il y a des très beaux retours d'expérience qui vous seront proposés. C'est animé par nos amis de la Belle Boîte. Vous le savez, la Fabrique du Changement, et je vais en terminer là, c'est d'abord une expérience à vivre de parcours, d'exploration. La métaphore sur le voyage et l'avion d'Amélie et Thierry était bien dans cette idée. Et puis, comme les passeports diplomatiques sont à la mode, on s'est dit que nous aussi, on avait le droit d'en faire. Donc on vous a remis dans votre petit sac votre passeport de la République du bien-être. Voilà, on pense que ça serait un beau projet, non, pour des élus, de nous proposer à tous, finalement, de se concentrer sur la qualité de vie et le bien-être de la population. Il me semble que ça serait un peu la vocation collective. Et donc, on s'est dit qu'on allait prendre l'initiative et on vous invite à vous servir de ce passeport pour la transformation. Vous pouvez obtenir votre premier tampon, votre premier visa sur le comptoir des artisans, que vous découvrirez dans la journée ou demain pour ceux qui restent 2 jours. En tout cas, voilà, ce passeport, au-delà de la fabrique, il vous aidera aussi à obtenir des nouveaux visas dans des ateliers, des formations, des conférences, que sais-je encore. Donc gardez-le précieusement et puis surtout, notez-y aussi vos idées, vos envies, vos inspirations, des conseils, des recommandations de gens que vous allez croiser pour une conférence TEDx, pour un atelier à faire absolument ou à refaire une autre fois. Bref, saisissez-vous un peu de cette métaphore et de cette invitation au voyage pour vous faire plaisir et puis découvrir tout au long de l'année, parce que la transformation et le changement, évidemment, ça ne s'arrête pas à la fabrique, c'est tout le temps. N'hésitez pas non plus à visiter aussi les espaces. Il y a une scénographie avec plein d'espaces. Ils en ont parlé, l'espace détente, des espaces de photographie, brigade du changement. Enfin bref, explorez, vivez la journée et vos journées aussi dans le lâcher-prise. Vous avez sûrement regardé le programme, imaginé des ateliers que vous alliez faire. Comme il n'y a pas de réservation cette année, c'est un choix complètement assumé. Vous ne pourrez peut-être pas rentrer là où vous aviez prévu de le faire. Laissez-vous guider, laissez-vous emporter en allant peut-être à quelque chose que vous n'aviez pas prévu. C'est aussi ça l'expérience de la fabrique, c'est d'être un peu dans le lâcher-prise et puis de se faire du bien. Donc voilà, vous êtes les premiers citoyens d'honneur de la République du bien-être. Bravo à vous, merci beaucoup. Je vous souhaite 2 très belles journées remplies d'énergie et de sourire. Et puis, je repasse la parole à mes 2 collègues. Et je vous remercie du fond du cœur, en mon nom et au nom de toute mon équipe que je salue au passage pour leur merveilleux travail. Merci beaucoup. Merci François. Bravo. Merci. Et donc, sans plus attendre, ils viennent de Toulouse, de cette belle ville de Toulouse. Ils sont journalistes. Vous les avez peut-être déjà aperçus ce matin. Ils mènent une enquête de terrain sur le management en entreprise et ils ont envie de vous faire déjà un retour sur ce qu'ils ont perçu. On vous demande d'accueillir Horizon Croisé. Croisé. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Et 3 et... Jean-Claude, jingle. Merci beaucoup. Vous allez bien? Jingle 3. Ah oui, 3. Radio Changement, c'est la radio que tu l'écoutes et que tu changes. De radio. Donc, alors on est content. Ouais, on est content. On est content. Ah, déjà, merci François. Merci beaucoup François de l'invitation et de la confiance. Ça fait plaisir de faire confiance à un média indépendant comme le nôtre. C'est vraiment un honneur d'être là. Voilà, merci François. Oui, alors donc le bilan sur les postures managériales au travers de l'histoire, on est là pour vous faire un petit peu le compte-rendu. Est-ce que ça vous intéresse ? De toute façon, il n'y a que ça. Donc, vu que ça vous intéresse ou pas, de toute façon, vous allez y passer. Donc, alors, ce qui est important de dire, c'est que ça a bougé. Hein ?
N'est-ce pas, Jean Amédée? Oui, tout à fait. L'idée, Voilà. c'était de voir un petit peu, à travers les âges, un petit peu ce qui a pu bouger. Hein. Peut-être certains d'entre vous ont connu, soit en tant que manager, soit en tant que manager. D'ailleurs, hein, un ancien management, un nouveau management. Et l'idée, c'était de voir un petit peu corporellement ce que ça a fait chez vous, cette évolution. Voilà, donc on est allé un petit peu, je pense qu'on en a vu quelques-uns quand même, je vous reconnais quelques têtes. On a vu pas mal de gens parmi vous ce matin. On est arrivé très tôt. On a des belles choses. Voilà. Alors maintenant, c'est le moment. Je vais vous inviter. Alors bon, voilà, comme c'est une invitation, vous avez le droit de refuser. Voilà. Et donc le code pour refuser, Jean-Claude, c'est quoi? Voilà, vous levez le pouce, vous dites pouce, je joue pas. Voilà. Alors, eh bien, chers amis, chers tous, on va se lever. Voilà, parce que les postures, ben, quelque part, c'est un peu le corps, hein. Et qui dit corps dit position. Dit Voilà. position. Voilà. Qui dit position dit mouvement. mouvement. Qui dit mouvement dit la vie. Qui dit la vie dit l'âme. Et qui dit l'âme dit le changement. Vous êtes d'accord. Alors maintenant que vous êtes là, voilà, on nous a parlé, que au début le management un petit peu à l'ancienne, voilà, très paternaliste. Il y a beaucoup de pression. Alors on va faire ce geste de la pression, Voilà. comme ça, qui commence là. Allez-y. La pression commence là. Voilà, commence là. Et en général, bon, déjà, c'est pas hyper confortable. Et souvent, la pression même, elle monte. Allez-y, pour la pression qui monte. Et même là, même quand elle est là, des fois, on a du mal à dire non. Voilà. Et des fois, ça monte jusque là. Hein. Oui. Ah, là, il y a du monde. Hein, sur jusque là, ils sont plutôt motivés. Et au-delà de la pression, ce dont on nous a parlé, quelque chose de vraiment oppressant, c'est le cadre. Le cadre. Alors le cadre oppressant. Hein, Voilà, on est d'accord. Le cadre de... en soi, c'est bien, mais quand il est oppressant, voilà, Rigide. il est rigide, voilà. Matin, et on va vous apprendre à dire non. Faites non comme ça. Voilà. Jean Amédée, Oui. j'enregistre le nom. Juste. Oui, allez-y, faites le nom. Le nom. C'est On bon, en- on l'a. C'est bon, On entend bien le on nom. l'a. pris son du Très nom. bien. Et Voilà. n'oubliez pas qu'un non, c'est un vrai oui à l'intérieur. Alors, donc, voilà, on va voir les anciennes positions. Et donc, la première position, ça va être bras croisés, un pas en arrière, comme ça, un petit peu, voilà, une posture. Et faites-moi une vraie tête de... C'est qui celui-là là C'est très bien. Allez-y, je regarde. Ouais, c'est qui cela? Voilà, c'est qui celui-là, voilà. Vous êtes chef, hein, tu vois, la tête du chef. C'est moi qui D'ici, dirige. ça fait un peu peur. Hein. Ben, c'est le but. Hein, Ouais, c'est le vous but. êtes plus près, Et Jean-Clark. Voilà, attention, deuxième posture, cette fois-ci, c'est... Oh non. Oh non. Oh là là, je suis face à une bande d'incapables. Voilà. Oh là là. Voilà, très les bien, vous boulets. l'avez bien. Et attention, évidemment, la conséquence de ça, c'est Tu sors. tu sors. Voilà, tu sors. Alors, au choix, soit de la pièce, soit de l'entreprise, soit des deux. Voilà. Ah, mais, certains l'ont vécu. Hein. Voilà. Du coup, On c'est les pour connaît. ça. Alors, C'est pour ça, du coup, oui. le geste, parce que On verra après Jean-Clark. On verra après. Jean-Clark. Merci Jean-Clark. pour Continuez en cette tout cas. Pour intervention. l'instant, continuez Jean-Clark. Et donc, la suite de ça, c'est qu'à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Jean Amédée. Eh bien, ce qui se passe au début, on se dit non. Il faut que ça change, il faut Voilà. qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tout. Et au début, ce qui se passe, c'est qu'on fait du surplace. On fait du surplace. Clairement. Alors, on va faire le pédale surplace. dans la choucroute. Allez-y, il y a- tournez-vous par là-bas. Il y a un Tournez-vous truc par comme ça. là-bas. On essaye d'y aller, ça avance pas. Voilà, ça- Alors du coup, on essaye de l'autre côté. De l'autre côté, essayez de Et l'autre ça côté. avance toujours pas. Ça- On ça fait ne du vient- surplace. Restez face à nous. Voilà. Et là non plus. Là non plus, ça ne marche pas. Voilà, Et arrive ce moment où on s'arrête. où on s'arrête, on se pose et on se dit c'est maintenant. C'est maintenant. Voilà, il y a un petit côté Voilà. Wonder Il y a- Woman. ouais, un côté Wonder Woman, hein, parce qu'on nous a parlé de sexisme. Et donc, on s'est dit, Wonder Woman, c'est une belle figure. Voilà. Ils Voilà. sont très beaux, là. Hein. Là, Voilà. ils sont très, très beaux. Et à Ils partir sont de très ce belles, moment-là... très belles, c'est Wonder Woman. Voilà, Très ouais, belle, c'est vous Wonder êtes très Woman. belle. Vous êtes très belles. Vous êtes tous très belles. Et donc, à partir de là, vous allez vous saisir de votre destin. Et vous allez vous saisir de votre destin comme ça. Voilà, vous vous emparez de votre destin. Vous Mais êtes aussi de l'autre côté. de l'autre côté d'ailleurs aussi. Et encore ici. Voilà. Jean Amédée, Oui. il y en a un, il s'en empare pas, là. Ah ben, est-ce qu'il dit pouce? Est-ce qu'il non, ben, il dit rien. Qui s'en est pas emparé, les costauds, là? Merci Jean-Clark. Alors la posture suivante, c'est une posture d'alignement. Regardez, voilà. Comme ça, c'est une posture d'alignement Freddie Mercurienne. Hein, Voilà, souvenez-vous. Freddie Voilà, hop ici, voilà. Ça qui est un truc, bah voilà, on parle de féminisme et d'ouverture, on y est. Hein, voilà. Il est, Et c'est ensuite, très aligné, très ensuite aligné. on va s'agiter, on va s'énergiser, se libérer, et ça se passe ici. Voilà, ça s'éveille. Allez-y. Hein. L'éveil, ça part de là. oui. Hein. Là, on est bien. C'est moi, Là, on sent le changement. moi, je l'ai vu dans mes cours de neurosciences. L'éveil, ça part de là. Hein. C'est, Voilà. Et donc, du coup, vous êtes prêts maintenant, à cet instant, pour les nouvelles postures Voilà. bienveillantes. Et la première, c'est la réflexion, quelque part. L'introspection. L'introspection. Et le geste.
Allez-y, Jean-Amédée. La connaissance de soi. Et pour se connaître, Voilà, pensez aux penseurs de Rodin. Voilà. Allez-y, faites-le. Allez-y, tension devant. Voilà. D'ici, c'est vachement beau. Hein. Ouais, il y a quelque C'est chose. pas du tout cinématographique, mais on s'en fiche. Voilà. Alors attention, ensuite, le deuxième mot, c'est l'agilité. Alors on vous propose ce geste-là. Voilà. En mode Matrix. Alors, pour ceux qui ont du mal, on peut poser le pied comme ça suffit. Hein. En mode grue. Faites à la mesure de votre physicalité, surtout pour le geste qui va suivre. Et oui, attention, la suite, c'est souplesse. La Alors, souplesse, on attention, entend bien la souplesse, matin. Là, on y va, la souplesse. Jean-Clark, allez-y sur la souplesse. La souplesse, Jean-Clark. Allez-y, Justement, Jean-Clark, démonstration, Jean-Clark. Non, mais comme j'ai pas bien. Vous pouvez refaire les postures, non? Bon, Alors, non, La bah, souplesse, Jean-Clark. La souplesse, là, c'est Non, là. mais c'est vrai, il a eu un accident de trottinette et donc ouais. il a une hanche en plastique, c'est pas grave. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez tous les mouvements? Oui, c'est un oui moyen. On a des pouces en bas. Moi, je pédale dans la choucroute, hein, mais. Oui, c'est vrai, c'est un des mouvements, Jean-Clark. C'est un des mouvements. Le pédalage dans la choucroute, on l'a tous. pédalé dans la choucroute. Eh bien, je vous propose qu'on le refasse tous ensemble, mais cette fois-ci. En musique. Voilà, il y en a qui connaissent. Voilà. Quand tu veux, maestro. Voilà. La bonne, hein, la bonne. Alors, Ça s'éveille déjà. Hein. Voilà. Ça va, Jean-Clark? Ça va. On va y aller tranquillement. This shit that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss Souvenez-vous, au début, on a la myself so pression. pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the scratch. On va le refaire. Laissez. Voilà, très bien. On va le refaire, vous inquiétez pas. Ça va revenir, vous allez vraiment vous emparer de toutes ces postures. Voilà, on peut Remonte la remettre un musique. petit peu de son. Vas-y, remonte, parce qu'on Remonte un n'entend petit plus rien. peu. Voilà. Vous êtes prêts? Ça part de là. Là, c'était déjà beaucoup, là. Non. Alors là. Girls hit you, hallelujah. Alors là. Girls hit you, hallelujah. Ah non. Girls hit you, hallelujah. Tu sors. Cause Uptown Funk don't give it to Non, you. je veux bouger. Je veux bouger. Par là. Devant. Saturday night and we Non, in the stop. spot. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Merci beaucoup. Ça va, Jean-Clark? Merci. Eh bien, je pense que vous êtes... Ça va, Jean-Clark? Oui, on a rattrapé le retard sur le timing. Et donc, on voulait vous remercier. On vous souhaite un bon changement. Vous pouvez vous rasseoir. Est-ce que vous vous sentez changé, là? Là, maintenant? Merci. Moi, oui, je vais aller me changer. Hein. Très bien. N'oubliez pas qu'on vous aime. N'oubliez pas de vous aimer. Oh là là. Aime-toi. Ah, ça fait plaisir, moi aussi. Oui, merci Jean-Claude. Merci. Voilà.
Profitez bien de ces 2 jours, ou de cette journée pour ceux qui sont là qu'aujourd'hui, mais vous verrez, vous aurez envie de rester jusqu'à demain. On va se revoir. Une bonne journée. Merci, bravo. Merci Horizon Croisé. Splendide. Merci. Moi aussi j'aime bien votre robe. On est fan. Alors. Vous êtes chaud. Tu m'étonnes. Chaud patate. Alors maintenant, on va accueillir Laurence Vanet, mais avant ça, je voulais te demander, Thierry, mais c'est qui en fait pour toi, Laurence ? Laurence Vanet, je pense que tout le monde la connaît un peu. On sait au moins qu'elle a été à la tête du service public fédéral sécurité sociale belge pendant plusieurs années, où elle a cultivé finalement le patrimoine humain, elle a cultivé le bonheur au travail. Grâce à ça, elle a mérité le titre de DRH belge de l'année 2012. Mais en fait, c'est pas que ça pour moi. C'est beaucoup plus. Laurence Vanet. Ah bon ? Ouais. Je vais te raconter une toute petite anecdote personnelle. Figure-toi... Je me rapproche alors, si ouais. C'est personnel. Eh ben écoute, figure-toi qu'en 2016, la Fabrique du Changement... Ouais, il y a 3 ans. Exactement, j'y étais. J'y étais, sauf que j'étais dans le public. T'étais pas artisan ? J'étais même pas encore artisan. Je venais d'arriver en région nantaise. Et j'étais un peu à la recherche d'un projet professionnel qui me corresponde. J'étais venu m'inspirer à la Fabrique du Changement. Et là, sur la scène, qu'est-ce que je vois ? Le trio, Laurence Vanet, François Badenès, Juliette Chanfraud, si certains se rappellent d'une grande banane jaune de Big Banana Radio. Et ben ce trio-là, il m'a kické, comme on vient de le faire. Il m'a kické et il m'a donné envie de, moi aussi, faire bouger les lignes. Et finalement, si je suis là aujourd'hui, bah, c'est un peu grâce à elle. Carrément. Carrément. Wow. C'est ça, faire bouger les lignes. Et toi, Amélie, c'est qui pour toi, Laurence Vanet ? En fait, ça m'inspire une chanson, mais je sais pas si j'ai le droit. C'est quand même une fabrique où on fait la part belle aux intelligences multiples, à l'expression de soi, dans toutes ses modalités. Pourquoi pas ? Bon bah d'accord, alors j'y vais, je me lance. Laurence Vanet, c'est comme ça qu'elle a fait. Elle a montré une danse, un tout petit pas. Elle a embarqué la sécu. Elle a montré une danse, un tout premier pas. Les autres ont enchaîné. Oh Ziga, je danse avec toi. Je danse avec toi. Et on danse ensemble. Ziga. Ziga, c'est la danse du changement. Un tout premier pas. Les autres ont enchaîné. C'est la danse du changement. Et on va accueillir Laurence Vanet. Waouh! Bonjour à tous. Ça, c'est de l'entrée en musique et c'est de l'entrée. J'ai 2 bonnes nouvelles pour vous. Tout de suite, hein, on va attaquer dans le dur. J'ai 2 bonnes nouvelles pour vous. La première, c'est que je chante comme une casserole et qu'il n'est pas prévu dans l'heure que nous allons passer ensemble que je chante. Et donc, il va faire beau à Nantes. La deuxième bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que ce que vous voyez derrière moi, c'est fini. C'est fini en fait. On sort d'à peu près 30 à 40 ans d'optimisation, de processus. On sort d'avoir tout mis en carte, tout mis à la queue leu-leu. On a fait du Lean, on a fait du Six Sigma, on a fait de la gestion de process, on a fait du BPR, du Business Process Reengineering. Eh bien, on arrive au bout parce qu'on n'en peut plus. On a fait tout ce qu'on a pu. Donc arriver au bout de ça, c'est malgré tout une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'on est là. Vous êtes tous et toutes des artisans du changement. Vous avez certainement entendu parler de ce vocable, VUCA.
C'est un vocable qui a été trouvé par l'armée américaine lorsque le mur de Berlin s'est effondré en 89. Jusque-là, ils étaient des dizaines de milliers, extrêmement structurés, avec un objectif très clair, combattre le communisme. Le mur de Berlin tombe plus vite que prévu, et là ils se disent « Oh, Houston, on a un problème ici. On n'a plus d'ennemis, on n'a plus de communistes à trucider sur la planète, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ?» Et ils l'ont pas vu venir. Et ils se sont dit ok, on n'a plus un ennemi. En fait, si on cherche bien, on a plein d'ennemis. On a tellement fait le bazar sur la planète qu'il y a plein de gens qui nous détestent, et donc ça va péter dans tous les sens. Et donc ce monde VUCA, c'est un monde qui est volatile. Le U de uncertain, incertain en anglais, il est complexe et il est ambigu. Une vision très noire de ce que un monde VUCA peut être, c'est le 13 novembre à Paris, c'est le 22 mars à Bruxelles. Ce sont les attentats qui, on sait que c'est dans l'air, on sait que ça peut encore arriver, mais on ne sait pas qui, que, quoi, dont, où. C'est très difficile, effectivement, de pouvoir mettre une fin à cela. Dans nos organisations, le monde est VUCA parce qu'on est face à de la rareté de ressources. Et donc, on se bat en permanence. On est face à un monde qui est global. Ça ne s'arrête plus. Mais c'est nous qui le voulons aussi. On veut pouvoir commander un truc sur un site internet et que ce soit livré le lendemain, voire livré même l'après-midi. Et on s'en fiche de savoir quelque part ce qu'il y a derrière tout cela. Et puis on est dans un monde, on est face à la révolution technologique et de l'information. La combinaison de ces trois éléments rend notre monde de plus en plus VUCA. Alors tant qu'on était dans le monde où tout est lisse, où on parle processus, où on parle indicateur, on pouvait se permettre d'avoir des managers comme ça. C'était pas compliqué, on savait ce qui allait arriver. Donc on avait besoin de chefs qui savent, qui disent et qui contrôlent. Le problème, c'est que dans les organisations, ceux qui ont compris que leur rôle managérial était celui-là, je suis convaincue de votre niveau d'anglais, donc je ne me permettrai pas de traduction. Ceux qui ont compris que le rôle de manager était celui-là, eh bien ça va faire des dégâts. Immanquablement. Ce n'est pas mon fils, mais ça pourrait y ressembler. Parce que le monde dans lequel on vit est un monde dans lequel, à partir de 2030, il y aura plus de robots que d'humains sur la planète. Alors peut-être que comme moi, vous rencontrez par moments des personnes qui sont dans le management et qui vous disent « Oh là là, transformation, ce serait quand même beaucoup plus simple si c'était des robots qu'on avait à gérer. » Je l'ai entendu, et pas qu'une seule fois. Bien non, ce ne sera pas beaucoup plus simple. Parce qu'il n'y a pas que les robots qui arrivent. C'est notre monde entier qui est disrupté. Ce sont des pans de l'économie qui sont bouleversés par une bonne idée. C'est Airbnb qui vient chatouiller, et pas qu'un tout petit peu, tout le secteur hôtelier. C'est aujourd'hui l'Hyperloop sur lequel on travaille. La SNCF travaille, la SNCB belge travaille également. C'est une idée effectivement du fondateur de Tesla, Elon Musk. Vous pourrez faire le jour où l'Hyperloop sera installé, Paris-Marseille en 17 minutes. Vous pourrez faire la côte est, côte ouest des États-Unis en 1 heure. Ça va révolutionner le transport et ce n'est pas si lointain que cela. C'est tous les secteurs. Vous avez une montre connectée. Ce sont les cardiologues qui doivent s'inquiéter pour leur boulot. Parce qu'en temps réel, votre cœur, ce n'est pas du tout une montre connectée ceci, mais on a votre enregistrement. Ce sont les juristes en entreprise qui doivent s'inquiéter, parce que les algorithmes permettront de savoir beaucoup mieux qu'eux quel est effectivement ce cas de la législation qui va pouvoir appuyer notre argumentaire. Aujourd'hui, 1/3 de Wikipédia est écrit par des writebots, des robots qui assemblent l'information. 10 000 articles de presse aux États-Unis sortent par jour, il n'y a pas un seul humain qui les écrit. C'est tout simplement de l'information qui est associée. L'université d'Oxford a une faculté qui s'appelle la Martin School et qui analyse en fait toutes les tendances. Elle vit dans le futur. Et depuis 2011, tous les 3 ans, elle sort un rapport qui donne en fait l'impact de ces nouvelles technologies sur nos métiers. En 2011, nous avions environ 45% des jobs existants en 2011 qui, à horizon de plus 25 ans, donc 2036, allaient être en tout ou partie impactés par ces technologies. En 2013, on passe à 45%, mais on réduit le temps. On est en 2030.
En 2016, on monte à 47% des jobs, à horizon de 2025. Le nombre de métiers impactés augmente, le temps diminue. Et c'est nous qui décidons de ce rythme. Ce n'est personne d'autre, c'est nous. Alors certes, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, mais ça ne suffit peut-être pas à faire en sorte que chacun d'entre nous, ou notre voisin, ou nos amis, puisse se retrouver dans ce monde qui bouge à une vitesse frénétique. Et s'il n'y avait que ça, parce que ce qui nous arrive aussi, c'est une nouvelle génération. On va lancer une petite vidéo qui est très caricaturale. Vous avez peut-être entendu parler de la génération X, qui est la mienne, où on a introduit l'équilibre vie privée, vie professionnelle. On a dit que le port du jeans n'impactait pas les neurones, donc on s'est permis effectivement de laisser le costume ou le tailleur dans la garde-robe. La génération Y, on a déjà eu du mal à les comprendre, mais alors la génération Z, je peux vous assurer que ça va être une partie de plaisir. C'est caricatural ce qui suit, mais ça va vous ouvrir un petit peu l'esprit sur ce qui nous attend, ces jeunes qui sont déjà en train de frapper notre porte parce qu'ils ont entre 18 et 23 ans. Amy, it says you are trained in technology. That's very good. Are you adept at Excel? No. PowerPoint? No. Publisher? Not really. Exactly in what area of technology are you proficient? Snapchat, Pinterest, Instagram, Vine, Twitter. You know, the big ones. I'm surprised you didn't say Facebook. That's for old people, like my parents. That's funny. Well, Amy, when you're working for me, you have to have those kind of research skills because I'll send you things for you to comb through and get the answers and send them to me. So for that, you got to be really good at technology. For stuff like that, no problem. I'll just ask Siri. You'll just ask Siri? You know, Siri, tell me this, Siri, find me that. We're all good at getting you the answers. Tell Siri I want you ready to go at 8 sharp each and every morning. I don't understand What don't you understand? what you just said. You don't understand be ready to go? No. You said 8, right? Yes. 8 like in the morning 8? Yes, in the morning. Yeah. That kind of doesn't work for me. Who gets up at 8? I do. I Skype with my French boyfriend in Paris until like 3 in the morning. I don't even get to Starbucks until like 10, where I order my grande chai tea latte, 3 pumps, skim milk, light water, 2% foam, extra hot, but not too hot. So if it's okay, I work best in the morning at 10:45. Wow. Amy, I don't think we're going to be a good fit. Why are you so negative? I can sense your hostilities, and right now I am not feeling very safe. I've been here for over 5 minutes, and the only nice thing you have said to me was nice resume, which I typed all night for this meeting with you. You've given me no guidance, no validation, no encouragement, no supervision. Is there an HR director somewhere? HR director? Yes, I need to speak to someone. I may have to take off today as a mental health day. Take the day off. Amy, look at me. You don't work here. Are you firing me? Okay, yes. Je vous le dis, on n'est pas sauvés. On n'est pas sauvés. C'est rock'n'roll partout, c'est rock'n'roll dans les métiers, c'est rock'n'roll dans l'économie, c'est rock'n'roll dans cette force vive qui va arriver dans les entreprises. Et donc, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tout ça ? Parce qu'en étant en plus dans ce monde VUCA, on pourrait dire, bon, on va s'asseoir, on va pleurer en bon coup. Non, il faut réagir. Et on va réagir en essayant de construire un monde collaboratif et agile. Collaboratif parce que c'est quand même vachement plus simple de s'approprier le changement si on n'est pas tout seul ou si on peut aider quelqu'un. Et agile, parce qu'il va falloir vraiment être agile, on l'a vu tout à l'heure dans les mouvements, il va falloir vraiment être agile parce que ça va continuer et ça va continuer à s'accélérer. Et donc pour pouvoir construire ce monde collaboratif et agile, on va pouvoir trouver des réponses aux 3 piliers du monde VUCA. Face à la rareté des ressources, essayons de penser
à de l'innovation frugale. Essayons d'être créatifs, mais en utilisant uniquement ce dont on a vraiment besoin. On vous donne un budget de 100, vous n'en utilisez que 80, c'est pas nécessaire de dépenser les 20 autres. Il y a peut-être quelqu'un dans votre organisation qui en aurait bien besoin de ces 20 autres. Plutôt que de subir un monde qui est global, où on est des numéros, des segments, essayons de remettre l'humain au centre des préoccupations. Essayons de nous remettre au centre. Et plutôt que de subir ce flot de technologies et d'informations, il suffit de s'interconnecter avec intelligence. Vous n'aimez peut-être pas les médias sociaux, tant que vous connaissez quelqu'un qui y a accès et à qui vous pourriez demander de l'aide en temps voulu, eh bien c'est ça aussi, être interconnecté avec intelligence. Et donc nous allons utiliser ces 3 piliers pour pouvoir développer cette approche collaborative et agile. On va donc pouvoir passer d'une transformation à une transformation dite positive. Parce que les transformations telles qu'on les voit aujourd'hui dans les organisations, on fait venir des grands consultants qui déroulent une machine de guerre. Et c'est la même chose pour tout le monde. Et ça fait des dégâts absolument énormes. Alors oui, le changement fait peur. Mais quand on va impliquer les collaborateurs dans ce changement, ils vont pouvoir se l'approprier, trouver bien mieux que nous les réponses aux questions qu'ils se posent et surtout la façon de pouvoir mettre ce changement en place. Les robots vont faire mieux que nous tout ce qui est chiant, tout ce qui va trop vite, tout ce qui est trop lourd, trop volumineux, tout ce qui nous dépasse, tout ce qui est trop précis. Nous, ce que nous allons garder, nous, êtres humains, et il faut prier pour qu'aucun algorithme nous enlève jamais ça, ça va être notre faculté de créer de l'émotion, notre faculté de nous relier, notre faculté de créer de la valeur ajoutée et de la chaleur humaine. Les organisations aujourd'hui qui se transforment, je me suis rendu compte en faisant cette préparation de la présentation qu'en fait j'ai toujours fonctionné dans toute ma carrière dans des organisations en transformation. En général, qui restructuraient de 23 000 à 18 000 personnes, de 27 000 à 21 000, sachant que 6 700 personnes ont quitté l'organisation et 6 300 ont changé de job dans les télécoms en 1998. En fait, l'impression que ça me donnait, et j'ai compris ça quand j'étais dans une boîte qui, au contraire, faisait de l'hypercroissance, passait de 700 à 2200 en 3 ans, j'avais l'impression qu'on était comme un petit avion en vol et on passait à un Airbus A380 en vol. Et il fallait changer toutes les pièces en vol et faire en sorte que les gens qui étaient assis dans l'avion ne voient rien, ne sentent rien, se sentent bien et continuent à avoir le café quand ils en avaient envie. Une autre image est celle du Yabusame. C'est cet art ancestral japonais où on tire à l'arc avec très grande précision en étant sur un cheval lancé au galop. Pour moi, l'organisation, c'est le cheval. Il continue à avancer et il a un rythme. Nous qui essayons de transformer l'organisation, on est assis sur le cheval. Et il faut qu'on garde notre équilibre. On va pouvoir avoir la cible de la transformation à atteindre et on va pouvoir utiliser des vecteurs de mutation. Parce que j'entends beaucoup, comme vous, parler de transformation numérique, transformation digitale, transformation culturelle, transformation des outils. Et en réfléchissant au message que je voulais vous passer, on a réussi en fait à développer ce petit modèle. Alors pour vous l'expliquer, parce que normalement il montait avec des animations et j'ai oublié de revérifier ce matin, ici, sur la partie inférieure droite du tableau, vous avez ce qu'on appelle les vecteurs de mutation. Ça mute, ça ne reviendra plus jamais pareil. Vous avez en fait, par exemple, le digital et les technologies. Si vous êtes passé à un clavier numérique, on ne va pas vous rendre une machine à écrire, ça va, c'est fini. C'est une vraie mutation. Mais ce sont des outils. La RH, les métiers, c'est un outil. Ce n'est rien d'autre. Et désolé pour tous les DRH qui seraient dans la salle, mais on est un outil au service d'une organisation. Ce qu'on va trouver au-dessus, à droite de cette matrice, sachant que tout au-dessus, on a tout ce qui est intangible, c'est difficile de le qualifier, on ne le sent même pas. En dessous, on a tout ce qui est vraiment matériel, donc on peut parler, par exemple, l'environnement de travail, c'est très matériel et c'est très orienté technologie ou métier.
Et puis on a les hommes. Et donc quand on parle d'hommes et d'immatériel, là on va vraiment parler de transformation. On peut transformer l'organisation, la façon dont on vit et travaille ensemble. Du coup, ça va transformer l'expérience que vous avez dans cette organisation ou que les clients ont avec vous. Et quand tout ça s'ancre, on va pouvoir parler de transformation culturelle. C'est ça qu'on cherche quand on fait du changement. C'est pas de changer un outil. Si c'est changer un outil, on se trompe de cible. On est juste en train de tourner finalement de l'autre côté quand on est lancé au grand galop sur son cheval. Ce qu'on cherche, c'est à changer à tout le moins l'organisation, ou l'expérience, ou la culture. Et vous serez d'accord avec moi, un des leviers les plus importants pour y arriver, c'est le management. Vous l'entendez souvent. Oh là là, ce qui est compliqué dans les transformations, c'est les managers. Ils sont entre le marteau et l'enclume. On ne sait pas très bien comment ils doivent se positionner. Eux-mêmes sont des collaborateurs, ils doivent aussi l'absorber, ce changement. Et donc, on va essayer de leur donner un cadre. Alors là, du coup, quand ça monte tout comme ça, c'est super complexe. Il faut savoir que dans une transformation, il y a 4 éléments qui sont absolument essentiels. C'est ce qui va définir votre cadre d'action. Si vous en manquez un, ce que ça va donner comme impression à l'intérieur, c'est que vous remplissez une baignoire en oubliant la bonde. L'énergie s'écoule et ne reste pas. Vous avez besoin de donner une vision. Et cette vision va être créatrice de sens. Ensuite, vous avez besoin de vous appuyer sur des valeurs. Et ces valeurs vont créer la confiance. Parce que si on ne partage pas les mêmes valeurs, ça va être très compliqué pour nous de nous faire confiance. On a besoin dans ce cadre de comprendre quels sont nos indicateurs, qu'est-ce qu'on cherche à faire, et de modifier la gouvernance pour pouvoir être en ligne. Si c'est pour garder une gouvernance d'hyper-contrôle alors qu'on cherche à faire une culture de confiance, il ne faut pas s'étonner que ça ne prenne pas. Et si on a les bons indicateurs avec la bonne gouvernance, on va avoir de la pérennité. Et le 4e élément de ce modèle, c'est votre écosystème. Ce sont tous les acteurs qui sont autour de vous, des partenaires, des fournisseurs, les syndicats, vos clients, vos communautés d'influence. Ce sont tous ces acteurs qui pourront, d'une façon ou d'une autre, influencer votre changement. Aujourd'hui, petite anecdote, on est impliqué dans le déménagement d'une collectivité territoriale un tout petit peu compliquée en Belgique. On a, au démarrage, complètement négligé l'écosystème. En fait, on a une fronde totale des commerçants du quartier qui se disent, en fait, on perd au quotidien 1000 agents de la fonction publique qui viennent chercher leur sandwich chez nous, qui pour certains viennent boire leur bière chez nous sur le temps de midi. C'est pour ça qu'il y a 5 cafés autour de la collectivité territoriale. Et donc, ils ont sollicité les ministres en disant, il est hors de question qu'on fasse déménager cette direction générale, parce que c'est la fin de plein de petits commerces. Ah oui, mais ça fait partie de la gestion du changement aussi. Et donc, embarquer votre écosystème vous met de l'impact. Une fois que vous avez ce cadre, on va pouvoir s'amuser sur la structure, sur la culture et sur les environnements de travail et les processus de travail. Ce qui, du coup, je vous fais la version courte, vous permet d'avoir à la fois de la performance si la structure, l'environnement et les process sont bien alignés, de l'engagement si votre structure et votre culture est bien alignée, et de l'expérience, dans le sens expérience de collaborateur, c'est le plaisir que vous avez de vivre là-bas, si on aligne correctement l'environnement de travail avec la culture et les processus. Et c'est autour de tout ça qu'on va pouvoir créer 2 éléments essentiels, certes la stratégie business, tout le monde sera là pour vous en parler, mais aussi de la stratégie humaine. Comment est-ce qu'on a envie de faire vivre notre talent et nos clients et tous les êtres humains qui nous entourent dans ce petit monde qui sera le nôtre, puisque c'est là que se retrouvera notre ADN. C'est la partie théorique. Après, ça va devenir un peu plus facile. Pour quels impacts? Pourquoi est-ce qu'on fait des transformations? Là aussi, il y a 4 impacts. Si vous ne vous intéressez qu'à 3 impacts, ça va finir par poser problème. Il faut des impacts financiers positifs, opérationnels, écologiques et humains. Si vous n'avez pas d'impact financier positif dans votre transformation, vos investisseurs, vos actionnaires, ceux qui ont mis de l'argent sur la table vont vous lâcher. Si vous n'avez pas les impacts opérationnels,
À partir de ce moment-là, c'est des pertes de productivité sèche et donc on va avoir de toute façon des répercussions sur les autres éléments. S'il n'y a pas d'impact écologique positif ou de développement durable, c'est la communauté autour de vous qui va pouvoir s'inquiéter et peut-être vous mettre effectivement des freins. Et enfin, bien sûr, des impacts humains. Si ce n'est pas pour rendre la vie des gens meilleure, il faut se poser des larges questions et des profondes sur le bien fondé de cette transformation. Alors une transformation, en général, ça va engendrer des résistances. C'est normal, on l'a dit, le changement fait horriblement peur. Et des résistances au niveau du manager. Donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte que notre chef d'armée devienne... Bon, ok, j'ai fait la finale mardi, donc je vais spoiler personne dans la salle. Je me suis posé du coup beaucoup de questions sur qui est-ce que je mets. C'est pas grave, j'avais bien aimé Jon Snow pendant quelques saisons, donc on va garder du Jon Snow. Donc Jon Snow, c'est Game of Thrones, hein, pour tous ceux et celles qui n'auraient pas suivi et qui seraient les quelques centaines, pardon, pas quelques centaines, les quelques pourcents de la planète qui auraient été épargnés ces 8-10 dernières années. Et donc, comment est-ce qu'on fait de notre chef d'armée qui hurle partout, un gars, parfois venu de nulle part, mais avec un certain charisme, et qu'on a envie de suivre parce qu'il a une vision, et qu'il arrive à expliquer pourquoi on va transformer les choses, on va s'organiser différemment, on va s'entourer avec des gens jusque-là peut-être qu'on avait considérés comme étant nos ennemis, tout ça pour une vision qui est partagée. Eh bien, on va s'appuyer sur ce que nous avons identifié comme étant 9 nouveaux paradigmes managériaux. Ce sont ces vues de l'esprit qui vont se traduire en comportement et qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir faire pivoter une organisation, qu'on va aller impacter jusque dans la transformation, la culture, ce qui est le plus intangible et qui remue le plus les personnes. Il y a 3 paradigmes qui sont propres à vous-même, à qui vous êtes et votre personnalité, 3 qui sont plutôt liés à votre équipe et 3 qui sont liés à l'organisation. Et les paradigmes sont ceux-ci. Le premier, c'est de savoir si vous êtes plutôt un agent de changement. A priori, si vous êtes assis dans la salle, la réponse est oui. Mais il y a des personnes, des collègues, qui sont plutôt tradition. Eux, c'est la force et le poids des habitudes ancrées. Ils n'ont pas spécialement envie de bouger. Donc le manager, il se situe où? Parce qu'on lui demande à un moment donné d'adopter un changement, mais s'il est orienté tradition, ça va être compliqué pour lui de donner de l'énergie par rapport à ces nouveaux paradigmes. Le deuxième paradigme, c'est celui de l'audace vis-à-vis de la prudence. C'est un peu le paradigme du courage, en quelque sorte. Comme le dit Cocteau, c'est vraiment une phrase que j'adore. L'art de l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Après, c'est vraiment trop dangereux. Il y a des organisations qui veulent se transformer, et parfois on s'est dit, c'est juste une idée qui passe par là. Ils ont beaucoup d'audace, mais toute la structure derrière est organisée en prudence. On agit aujourd'hui dans une grande banque française, en Corse, tant qu'à faire, c'est plutôt sympa. Et en fait, ils veulent tout faire péter, tout révolutionner, mais toute la structure, toute la culture et tous les processus sont orientés prudence. Et donc, c'est intéressant de pouvoir savoir, en fait, quel est le degré d'audace qu'a le comité de direction par rapport, notamment, à ces cadres qui sont au niveau du siège et aux cadres qui sont sur le terrain, face aux clients. Et on se rend compte qu'on a un frein. Les cadres du siège sont beaucoup plus prudents que le comité de direction et beaucoup, beaucoup plus prudents que les cadres qui sont sur le terrain. Et là aussi, en tant que personne, en tant qu'être humain, c'est de se dire, être prudent, c'est bien, mais de temps en temps, est-ce qu'un petit brin de folie, est-ce qu'essayer les choses ne me permettrait pas peut-être de simplifier ma vie, comprendre quels peuvent être les avantages de cette audace par rapport à la prudence. Et vous avez effectivement des boîtes où la notion d'audace est interprétée de façon très spéciale. Nous cherchons quelqu'un pour mettre en place des stratégies innovantes et audacieuses pour garder le statu quo. C'est prêcher, il faut avoir une cohérence dans son discours et dans les actes que l'on met derrière. Troisième paradigme qui tient vraiment à vous, à votre personnalité, c'est le fait de faire confiance a priori versus le fait d'être plutôt dans le contrôle.
Vous avez probablement connu des managers qui disent « Ok, tu peux faire du télétravail. Déjà, je veux que ton jour soit fixe, sauf quand je mets une réunion, parce que là, je veux que tu le bouges, enfin plutôt que tu le fasses sauter. Et le jour où tu es en télétravail, la veille, je voudrais avoir une checklist de tout ce que tu vas faire. Et le lendemain, je voudrais avoir la checklist remplie. Et le jour même, je vais t'appeler 14 fois pour savoir ce que tu fais et où tu en es dans la checklist. » Et ce manager, vous avez dû batailler avec lui parce qu'il vous a dit « Attends, bon, d'accord, tu peux faire du télétravail un jour, mais pas le lundi ni le vendredi. Parce que sinon, c'est long week-end. Et pas le mercredi non plus parce que c'est le jour des enfants. Et alors, ce ne sera pas non plus le mardi et le jeudi parce que c'est les jours où je fais les réunions. Et donc, télétravail, le week-end et en vacances, pas de problème. » Et donc, c'est ça, c'est de se dire, est-ce qu'on n'est pas quand même à un moment donné en train de se faire des vacances si on fait confiance directement aux personnes? Et on prend vraiment très peu de risques, en fait, en faisant confiance a priori. Si vous faites confiance a priori, c'est que quelque part, vous avez bien expliqué votre projet. J'ai trouvé ça excellente aussi. Vous avez expliqué, et c'est particulièrement clair, ce que vous attendiez. La vision, les valeurs, les modes de reporting, l'écosystème, l'impact, tout ça, c'est super clair. Si vous me faites confiance et que je vous dis « Ok, super, tu peux compter sur moi », mais que je ne respecte pas votre confiance, que je la trahis, il n'y a plus de lien de confiance, donc vous allez pouvoir repasser dans le contrôle. Si par contre je vous dis « Ah oui, écoute, c'est gentil de me faire confiance, mais c'est pas mon job, hein. Moi, j'attends que tu me dises ce que je dois faire, comment je dois le faire, où je dois le faire, et que tu me suives à la trace, parce que moi, je suis pas là pour décider, je suis pas payée pour. » Eh bien, ok, il n'y a pas de relation de confiance, donc je serai effectivement en situation de contrôle. Mais dans 98% des cas, les personnes à qui vous allez faire confiance a priori seront tellement fières que vous leur faites confiance qu'elles vont tout faire, tout pour respecter cette confiance et se montrer dignes de vous. Et c'est un comportement qui est vertueux et contagieux. Parce que vous allez augmenter aussi la confiance en soi de la personne, qui sera du coup beaucoup plus facilement en position de faire confiance à son tour aux autres. 3 paradigmes liés à vous. 3 paradigmes qui sont liés plutôt à l'équipe. Est-ce que votre équipe donne la priorité plutôt aux règles ou la priorité plutôt au sens? C'est pas belge, mais ça aurait pu. Ils ont quand même fait un truc comme ça dans Bruxelles. Et donc, on ne pouvait, en mettant des sens uniques partout, on ne savait plus circuler dans tout le quartier derrière le Palais Royal. Et c'est ça les organisations aussi. C'est parfois on fait des règles et on a une règle à côté qui contredit la règle. Si jamais vous deviez lire votre règlement de travail, les procédures, les process et les respecter tous à la lettre, l'activité s'arrête. Complètement paralysée. Et donc, il faut pouvoir faire effectivement usage de pertinence, usage parfois d'esprit critique pour se dire ce qui est le plus important, c'est de donner du sens, de comprendre pourquoi on fait les choses. Mais certes, on vit aussi dans des environnements où respecter la règle et certaines normes sont importantes. Moi, je préfère franchement, demain matin, je me fais opérer, mon chirurgien, je préfère qu'il respecte un certain nombre de règles, à commencer par les règles d'hygiène, parce que ça va faire quand même beaucoup de sens aussi pour moi. Est-ce que vous êtes plutôt dans votre équipe collégialité ou statut? Alors ceux qui me connaissent ici connaissent mon adoration profonde pour Barack, donc il y a souvent du Barack partout. Mais c'est ça, le mec il est président des États-Unis, il se permet de faire des high five à tout le monde quand il croise les gens, y compris au gars qui nettoie son couloir. C'est est-ce que j'ai besoin de me la péter parce que je suis boss, ou est-ce que je reste qui je suis? Est-ce que je suis en capacité d'accepter, si je tutoie les personnes, qu'on me tutoie également? Est-ce que j'ai besoin d'un grand bureau pour dire à quel point je suis important? Ou est-ce que simplement aller m'asseoir au milieu de mes troupes fait autant de sens? Comment êtes-vous en tant que manager? Parce qu'il y en a qui ont besoin d'être rassurés justement par ce statut. Et il faut pouvoir le respecter, l'entendre, mais les aider à évoluer. Autre paradigme, celui du partage des ressources, ou alors du fait de dire « mes ressources sont les miennes ». J'ai des talents, je suis contente d'avoir 35 personnes dans mon équipe, même s'il y en a qui ne font rien, c'est les miennes. Et à côté, on n'en peut plus, c'est pas grave. C'est mon budget.
Et donc, c'est de se dire où mettons le curseur. Comment est-ce qu'on peut se partager tout ce qui est ressources? Dieu seul sait que je déteste de parler de ressources humaines, mais à un moment donné, les forces vives, les cerveaux qui sont en présence, les mains disponibles, c'est de pouvoir se dire aussi, c'est pas les miennes. Elles sont payées par l'entreprise, par l'organisation. Et je dois pouvoir les mettre au service de cet objectif. Et ça, on en a des managers qui disent, c'est à moi, je ne partage pas. Mon talent a annoncé qu'il voulait partir. Et donc, je vais le bloquer, je vais le freiner, je vais essayer de le retenir. La rétention des talents, c'est quand même une aberration totale. Non, les faire grandir et se dire qu'ils vont pouvoir aller s'épanouir parce qu'on n'a peut-être plus le terrain de jeu nécessaire pour eux, ça, c'est bien. On est aussi dans des paradigmes aujourd'hui où on se questionne beaucoup sur la flexibilité de l'espace-temps versus sa rigidité. Pour tous les métiers de la connaissance, il n'est plus nécessaire de faire le trajet le matin pour aller se mettre derrière un écran pour travailler. Vous pouvez très bien commencer à bosser à partir du moment où vous avez votre smartphone ou une connexion à Internet. Alors ça ne marche pas quand on est infirmière, ça ne marche pas quand on est en train de faire cuire des pains parce qu'on est boulanger. Mais néanmoins, lorsque vous questionnez les personnes, elles ont une créativité absolument dingue. À la sécurité sociale, on avait dit télétravail pour tout le monde, sauf pour un certain nombre de fonctions. Et donc 92% du personnel pouvait télétravailler jusqu'à 3 jours par semaine. C'était leur choix. On avait juste besoin de faire les avenants au contrat et les arrêtés royaux pour toutes les questions d'assurance, mais pour le reste, c'était le choix. Et on avait dit, non, les réceptionnistes, les filles, sorry, mais il faut que vous soyez à votre bureau d'accueil pour accueillir les citoyens, pas chez vous dans votre salon, quoi. Ça ne fait pas de sens. On a un ministère social, on refuse d'installer un bouton avec une machine et qui vous dit à quel étage aller, etc. Eh bien, on a quand même été, je pense, le premier employeur en Belgique à avoir des réceptionnistes qui font du télétravail. On n'a rien compris de ce qui était arrivé. On a appris la nouvelle, on était en comité de direction. Et en fait, il s'avère qu'on a certes le siège, mais on a aussi des bureaux en région. Et ce sont des plus petites équipes, des équipes de 15, 20, 25 personnes. Et la réceptionniste est super copine avec l'assistante administrative. L'assistante administrative a un salaire qui est à peu près 20% supérieur à celui de la réceptionniste, à un niveau d'études aussi supérieur, et elle peut télétravailler jusqu'à 3 jours par semaine. Sa copine réceptionniste gagne moins qu'elle, elle est obligée de venir tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé? L'assistante administrative a pris ses 3 jours de télétravail et les a partagés avec sa copine réceptionniste. Sur le temps que la réceptionniste faisait du télétravail, elle faisait le boulot de l'assistante administrative, sans augmentation de salaire, sans négociation, sans rien. Et c'était l'assistante administrative qui faisait et son job et la réception lorsque sa copine était en télétravail. À partir du moment où on ouvre la liberté et la flexibilité, les collaborateurs ont une imagination sans limite pour pouvoir en profiter. Pas profiter dans le sens abusé, pour pouvoir optimiser tout cela. Expérience versus excellence. Autre paradigme très intéressant. On avait voulu parler de droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, c'est une très mauvaise traduction du terme anglais qui est « learning from mistake », apprendre de vos erreurs. Ça faisait un peu long, donc on a dit plutôt l'expérience. Est-ce qu'on se permet de tester les trucs systématiquement, ou est-ce qu'on exige tout de suite 100% d'excellence, 0% d'erreur? Et ça va influencer fortement la culture au niveau de l'organisation. Et donc, quelque part, ça va influencer l'audace. Et ça va influencer encore d'autres paradigmes, comme celui des organisations transversales par rapport aux organisations en silo. Les organisations transversales sont celles qui vont travailler beaucoup plus en projet, qui, au lieu d'avoir un comité de direction qui, quand il se réunit à un nouveau projet, dit qui sont les volontaires chez vous qui êtes autour de la table? Qui chez toi? Qui chez toi? Qui chez toi? Et on tombe toujours sur les mêmes. On tombe toujours sur les mêmes personnes qui en ont déjà jusque-là, qui adorent ça, qui vont dire oui, mais le projet va vraiment prendre du temps parce qu'elles sont déjà débordées. Une organisation transversale va communiquer ses projets à l'ensemble des équipes et va dire qui a envie de ce projet. Et s'il n'y a personne, il faut s'inquiéter en fait soit de la communication, soit du bien fondé du projet. Donc de toute façon, c'est un excellent indicateur. Les organisations en silo vont favoriser l'expertise, l'expérience,
vraiment descendre loin dans la matière, et c'est tout à fait appréciable. Mais aujourd'hui, au rythme auquel le monde bouge, travailler en silo est un risque énorme que l'on prend. Parce que c'est impossible pour une seule expertise de s'en sortir toute seule. On a vu 9 paradigmes. 3 qui tiennent à votre personnalité, sur lesquels vous allez être la main principale, ce vecteur de mutation. 3 qui tiennent à votre équipe. On va pouvoir s'appuyer sur cette cohésion. Et 3 qui tiennent plutôt de la philosophie de l'organisation. Et c'est cette combinaison qui va vous permettre d'identifier quelles sont vos forces et quels sont vos champs d'amélioration. Pour que la flèche, ces leviers de mutation, que ce soit la technologie, que ce soit l'évolution des métiers, que ce soit l'environnement de travail, cette flèche que vous allez décocher atteigne la bonne cible, l'organisation ou l'expérience ou la culture. Alors fatalement, il va falloir faire un tout petit peu d'introspection, se poser beaucoup de questions. On en a parlé tout à l'heure, il faut pouvoir se remettre en question. Et les ateliers de co-développement, c'est ce que nous avons trouvé pour permettre aux managers de s'approprier ces nouveaux paradigmes, pouvoir agir entre pairs, partir de situations réelles qui sont vécues dans l'organisation, plutôt que des cas théoriques amenés par des consultants. Par contre, avoir effectivement un œil extérieur, ce consultant qui va pouvoir venir challenger, apporter des modèles théoriques, remettre en perspective, etc. Mais malgré tout, vous allez rencontrer des résistances à l'innovation. Dans tous ces projets de transformation, on rencontre toujours les mêmes 5 résistances. Toujours, immanquablement. Alors vous en avez qui font des strikes, grand chelem, ils ont les 5. Puis il y en a, c'est plutôt un ou plutôt l'autre. La première résistance que l'on retrouve, c'est celle de l'ancrage des certitudes. On a toujours fonctionné comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ça fait partie de notre histoire. Vous savez, nous, on est une grande dame de la finance française, on est une grande dame du pharmaceutique, on ne va pas changer les choses comme ça. Et puis, c'est acquis dans le métier, c'est acquis dans le secteur. Si vous êtes dans la banque, c'est mieux d'arriver chez votre client avec un costume cravate plutôt qu'avec un jean et le t-shirt. Oui, mais votre client en face, il est peut-être lui aussi en jean et t-shirt, en fait. Et donc, cette résistance va faire en sorte qu'on ait vraiment du mal à arracher ce baobab et aller le replanter ailleurs. Parce que les racines sont très, très profondément enfouies. Il va pouvoir challenger, en fait. Qu'est-ce qui est totalement inamovible? Et donc, on va lever les croyances limitantes au fur et à mesure. La deuxième forme de résistance que vous allez rencontrer, ce sont des peurs. Et les peurs, c'est extrêmement légitime. La peur que vous ressentez face à un changement ne tient qu'à vous, à votre histoire, aux difficultés que vous avez rencontrées précédemment dans votre vie. Et c'est votre cœur, votre trip, votre esprit qui hurle « Non, n'y va pas, c'est dangereux !» Et donc, il va falloir, avec énormément de bienveillance, adresser ces résistances. Inviter les personnes qui sont en situation de peur à venir les exprimer. Alors, si vous faites atelier sur la peur, personne qui va venir. Il faut une sacrée dose de courage pour pouvoir dire « j'ai peur », surtout quand on est grand. Donc, on va essayer d'adresser les choses à travers des ateliers où on va demander aux personnes de venir s'exprimer sur les risques qu'elles perçoivent. Un risque, ok, c'est objectivable, c'est pas moi, c'est normal. Oui, mais non, les risques que je vois font aussi partie finalement des lunettes que j'ai posées sur mon nez. Venir s'exprimer sur le confort que j'ai aujourd'hui et que je ne veux absolument pas perdre. Et puis, ça va faire une catharsis. On saura enfin ce qui fait peur. Et on va enfin pouvoir le traiter. Et on va enfin pouvoir emmener ces personnes vers une situation où on va pouvoir leur dire « Mais maintenant que tu t'es exprimé, est-ce que tu vois néanmoins des gains, des bénéfices à ce changement? Qu'est-ce qui pourrait quand même être bien? Et quels sont, à ton avis, les risques que l'on prend si on ne change pas? Parce que le monde autour de nous bouge, donc on risque vraiment gros. On risque de se faire manger tout cru. On risque de disparaître. Est-ce que tu es conscient de cela? Est-ce que tu perçois des signes de cela?
Et donc l'idée dans un atelier comme celui-là, c'est de prendre en considération tous les éléments du confort actuel et de voir ce que l'on pourra emmener demain, ce qui continuera à exister. Ce qui restera sur la table, ce sont effectivement les éléments de deuil que le collaborateur va devoir faire, parce que ça ne se retrouvera plus demain. Vous passez en environnement de travail dynamique, plus de bureaux attribués, tu n'as plus de bureau attribué, tu n'as plus ton bureau à toi. Il va vraiment falloir en faire le deuil. Et ça peut paraître tout bête, mais il faut pouvoir permettre de faire ce deuil. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est d'essayer d'adresser les risques perçus, en disant « mais attends, ça va être géré. Ça, c'est juste un bruit de machine à café. Ça, c'est non, ça c'est juste un fantôme en dessous du lit, comme quand on était petit, ça n'existe absolument pas. Par contre, vous avez raison. Ces 3 risques-là, 1, 2, 3, on n'y avait pas pensé dans notre enthousiasme et il faut pouvoir les adresser. On va pouvoir aussi compléter, si elle n'est pas complète, cette liste des éléments de confort que l'on va gagner dans le changement. Pour aussi pouvoir clarifier enfin les risques réels que l'on prend si on ne change pas. Et là, plutôt que de pointer du doigt des personnes parce qu'elles ont peur et les mettre en situation délicate, c'est une façon bienveillante, certes très structurée, mais de leur faire exprimer ce qu'elles ont sur l'estomac et sur le cœur et de pouvoir le gérer. La 3e forme de résistance que vous allez rencontrer, c'est celle de la pression sociale. Vous voulez bouger, votre équipe pas du tout. Ça va pas être facile. Vous voulez bouger, votre équipe aussi, c'est votre boss qui n'a pas envie que ça change. Parce que lui, il est bien dans sa routine. Toute la ligne est bien alignée, tout le monde a envie de bouger. C'est les équipes d'à côté qui n'ont pas envie que vous réussissiez, parce que si ça marche chez vous, il va falloir qu'ils le fassent aussi. Et donc, des bâtons dans les roues, vous allez en avoir. Parfois, c'est les clients qui n'ont pas envie que vous changiez. Ils comprennent bien, mais eux, ils veulent toujours pouvoir accéder à vos services de telle heure à telle heure, parce que c'est très bien comme ça pour eux. Ou ils ont toujours envie de venir déposer un virement papier, un chèque à la banque, ils n'ont pas envie de prendre une interface pour faire leur virement. Ou ils n'ont pas envie d'aller à une caisse où c'est eux qui, avec un pistolet, vont enregistrer pendant leur course tous leurs produits, et pour passer à une caisse automatique et même plus avoir un bonjour, au revoir à la fin. Donc les résistances, oui, ceci dit, c'est peut-être chez vous que la pression sociale se retrouve aussi. Hein. Vous voulez changer de job, peut-être de localisation, peut-être de responsabilité, et on vous dit « oh non, hein. Enfin, ça va, c'est bon, quoi. Tu vas pas prendre encore des trucs en plus, déjà qu'on se voit plus. » Donc ces pressions, il faut pouvoir les identifier. D'où viennent-elles? Et quelles vont être les meilleures stratégies pour pouvoir les adresser? Est-ce que vous pouvez agir seul? Et quelque part, c'est se demander aussi finalement quelles sont les résistances que ces personnes voient. Comment est-ce que vous pouvez leur donner envie de vous rejoindre dans ce changement? 4e forme de résistance, relativement commune aussi, c'est que lorsqu'on se lance dans un changement, on va surtout aller chercher des cas qui ont déjà fonctionné ailleurs. Ça permet effectivement de pouvoir dire « bon, regardez, ça marche, ils sont toujours vivants ». Ou ça marche bien, ils ont même pris des parts de marché en plus, ou ils font de meilleurs services aux citoyens, etc. Je vois un monsieur qui se bidonne, je crois qu'il vient de comprendre le slide. En fait, vous allez avoir de la résistance du style « ouais, attends, t'es gentil, hein, mais ton exemple, c'est pas le même secteur, c'est pas la même taille, ils n'ont pas le même d'année que nous, ils n'ont pas les mêmes spécificités, donc chez eux, c'est top. Mais jamais ça va marcher chez nous. Ok, on ne te demande pas non plus de faire du copier-coller, on te demande d'aller chercher une source d'inspiration et d'aller voir ce qui pourrait être intéressant chez nous, et de partir avec l'une ou l'autre initiative, et de s'approprier les choses. Et enfin, la dernière forme de résistance que vous allez pouvoir rencontrer, c'est peut-être la plus pernicieuse, c'est celle de l'ego. Qui mieux que Zlatan pour incarner l'ego? Je pourrais mettre Donald Trump maintenant, mais il me sert ailleurs dans une autre présentation, et je n'aime pas sa tête. Donc Zlatan me fait moins de mal quand je le vois. Et un journaliste qui demandait à Zlatan « qu'avez-vous offert à votre épouse comme cadeau d'anniversaire ?» Il a répondu « rien, elle a déjà Zlatan ». Donc messieurs, l'excuse a déjà été utilisée, ne la ressortez jamais. Ou alors il faut que vous soyez vraiment très 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 confiants. Et l'ego,
ça peut faire des dégâts, mais absolument inimaginables. Alors on pense ego, on pense tout de suite petit chef, hiérarchie. Ok, va pour mon équipe, mais pas pour moi. Moi, je suis le chef. Moi, je suis le grand chef. Moi, je suis le tout grand chef. Ok, mais il n'y a pas que cet ego-là non plus. Il y a l'ego du oui, mais moi, ça fait 25 ans que je suis dans la maison. Ok, alors ok pour vos petits jeunes, vos alternants, la machin, mais on respecte mon ancienneté. Moi, je suis bac plus 5. Donc, ok pour ceux qui n'ont même pas fait le bac, hein, mais on respecte mon diplôme. Il y a l'ego de métier. Oui, mais attendez, on est quand même les juristes, hein, les comptables. On est quand même la RH. Donc, ok pour ceux qui sont sur le terrain, mais pas pour nous, quoi. Votre changement. Enfin, nous, c'est tellement spécial. Et on va tous trouver, en fait, une bonne raison d'activer notre ego. Parce que le changement, en fait, nous fait mettre en situation de fragilité. Et donc, l'ego, il risque d'avoir mal. Ce qui veut dire qu'en fait, on va passer d'un ego individuel qu'on est seul à pouvoir nourrir, c'est notre ego à nous, donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui, quand elles ont un ego démesuré, n'ont absolument pas de problème à marcher sur la tête des autres ou à s'accaparer le succès du collègue pour nourrir l'ego que l'on a en soi. Eh bien, on va passer d'un ego que je suis seul à pouvoir nourrir à un ego collectif. La fierté d'avoir réussi ensemble. Ça veut dire qu'on est plein à pouvoir nourrir cet ego. Ça veut dire que si j'ai un coup de mou, bah vous allez peut-être faire une performance fantastique. Ça veut dire aussi que si à un moment donné vous avez un coup de mou, bah vous allez pouvoir compter sur moi qui suis absolument en pleine forme là. Et l'ego collectif est un ego qui rayonne, qui réchauffe, qui n'aveugle pas, au contraire d'un ego individuel. Et ça rend fier. Et ça augmente l'engagement. Et ça donne envie. Qu'est-ce que c'est beau, une équipe qui réussit et qui est fière de réussir ensemble. On a envie de l'argent, après on se dit, ah flûte, j'ai raté le train avec eux. J'aurais bien voulu être là. Et donc, pour dépasser ces formes de résistance, l'ancrage des certitudes, l'apport, la pression sociale, la limite du raisonnement et l'ego, on va utiliser des qualités que vous avez tous et toutes en vous. Vous êtes toutes et tous des personnes courageuses. Vous avez déjà pris des décisions très difficiles dans votre vie. Le choix des études, quitter vos parents, faire un enfant, se mettre avec quelqu'un. Tout ça, ça requiert quand même un sacré courage. Eh bien, c'est le même type de courage dont on a besoin lorsqu'on va activer une transformation et qu'on va changer ses paradigmes. Vous êtes également toutes et toutes des personnes sincères et proches des personnes que vous aimez. Votre gamin vient vous trouver avec un problème en maths, vous ne lui dites pas « Écoute, fais-moi un executive summary, please. On va prendre un appointment dans le calendrier et on se voit pour un face-à-face dans 15 jours. » Non. Avec les personnes que l'on aime, normalement, on s'assied, on s'installe relativement vite. Et on est proche. Eh bien, c'est cette même proximité et cette même sincérité dont on a besoin pour pouvoir effectivement adopter cette transformation et changer aussi ces paradigmes. Vous êtes également toutes et toutes des personnes humbles. Vous n'écrasez pas les personnes que vous aimez par votre savoir en disant « Enfin, mais qu'est-ce que t'es con, toi ?» C'est pas faire un plus un. Oui, maman, j'ai 6 ans aussi en même temps. Et vous n'avez pas de problème non plus à appeler votre copain, une amie, en disant « Je suis complètement paumée, là. Est-ce que tu ne pourrais pas venir m'aider parce que je n'y arrive pas ?» Eh bien, c'est exactement cette même humilité dont on a besoin au niveau des managers, et finalement n'importe quel collaborateur, face à une transformation. C'est de pouvoir dire « Écoute, je l'ai déjà vécu, si je peux t'aider, n'hésite pas. » Ou au contraire, je me sens complètement déstabilisé. Un manager qui reconnaît qu'il a du mal avec un changement est un manager qui entretient la confiance. Il ne va pas raconter n'importe quoi. Il va pouvoir compter sur une aide beaucoup plus forte de la part de l'équipe qui va peut-être se sentir aussi écoutée. Et mais ensemble, on va pouvoir y aller. Et enfin, vous êtes toutes et toutes des personnes généreuses avec les personnes que vous aimez. Ce n'est pas une générosité en argent, c'est une générosité qui est là pour être traduite en sourire, en encouragement, en disponibilité, en temps, en conseil. C'est cette générosité-là dont on a besoin, exactement comme celle que l'on a vis-à-vis de notre famille. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir vous accaparer ces nouveaux paradigmes managériaux et donc faciliter cette transformation dans les organisations. Du courage, de la sincérité, de la proximité, de la générosité, de l'humilité. Il n'y a plus qu'à. Tout en se disant que de toute façon, il suffit qu'un petit groupe de personnes
qui partagent une idée commune se mettent ensemble, échangent de la chaleur humaine, et ça permet de transformer le monde. Je vous remercie. Merci Laurence. Merci pour ta générosité, ton humilité. Merci pour tous ces paradigmes. Si tu veux rester juste à côté de nous, Laurence, à côté, parce qu'en fait, on va tout de suite demander à Klaxoon, à Julie de Klaxoon, de venir nous présenter comment est-ce qu'on va se connecter sur l'outil, notamment pour que vous puissiez partager des ressentis et pourquoi pas, si Laurence a quelques minutes, réagir peut-être sur les ressentis qui vont apparaître dans ce que vous voudrez bien partager avec nous par rapport à ce que vous aurez gardé de ces 9 paradigmes et de cette dynamique qu'elle nous propose de mettre en œuvre. Julie ? Bonjour à tous, alors je suis Julie de Klaxoon, en effet. Alors qu'est-ce que Klaxoon ? Klaxoon, c'est l'outil de productivité qui est utilisé aujourd'hui par des millions d'équipes à travers le monde. C'est une suite d'outils qui va vous permettre d'interagir et dans tous les moments, tous les contextes où vous allez avoir besoin de collaborer. Alors aujourd'hui et demain, à chaque fois de conférence, on va vous proposer, vous, d'interagir et de donner votre feedback sur les conférences. Alors comment ça marche ? C'est assez simple. Vous prenez votre smartphone, vous vous connectez à klaxoon.com et vous entrez le code d'accès qui est juste au-dessus de moi ici, PKAVZU. Et vous allez juste avoir à cliquer sur le petit bandeau rose qui apparaît et vous allez pouvoir donner un mot, 2 mots, 3 mots, ce que vous souhaitez. Et on va pouvoir voir en temps réel ce qui apparaît. Super. Voilà. Donc je vous invite à attraper vos smartphones si vous avez les infos là devant vous et pourquoi pas des choses à partager. Confiance. Mais ça marche. Déjà, oui. ça fonctionne, c'est superbe. En quelques instants, espoir, humilité. Ouais. Moi aussi, j'ai ressenti ça. Un message fort sur les valeurs, moi, qui m'a touché. Oh là là. Je reviendrai quand j'ai un coup de mou. Hein. Et on résume pas mal, hein. Beaucoup de mots-clés, concepts forts qu'on a partagés. Cool. Pardon ? Le code, est-ce qu'on peut rafficher quelques instants le code de connexion, s'il vous plaît ? PKV... Oui, PKVU, non, PKAVZU. PKVZU. Très simple. Tu parles le PKVZU ? Et je danse le PKVZU. Tu danses la le Ziga, PKVZU. le PKVZU. Ok, pour la connexion. Un petit coup d'œil, dernier petit coup d'œil sur vos remarques. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a des choses qui font écho, qui résonnent avec les 6 thématiques de la fabrique. La conférence était aussi super inspirante pour ça. Qu'on soit dans la gestion des talents, dans la posture du manager, la posture collective. Top, merci. Le mot magique. Ouais, c'est cool. Qu'est-ce qui t'évoque, le mot magique ? C'est un super compliment. En fait, c'est pas magique. Il n'y a pas de tour de magie. Vous avez tous les ingrédients. Donc, plutôt activer et jouer là-dessus. Exactement. La magie, c'est vous qui avez les super pouvoirs. Profitons-en. Merci à vous.